Ça y est, on l'a. France-Maroc en quart de finale de Coupe du Monde 2026. On va en parler, mais avant ça, le générique. Bonjour, bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit récap Coupe du Monde. Vous connaissez la recette, on se retrouve chaque jour pour évoquer les matchs de la veille, se projeter sur les matchs du jour, et il y en a des petites choses à dire quand même sur ces deux premiers huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026 qui se sont tenus hier du côté de Houston et de Boston, je crois. Non, de Philadelphie pour le match de la France, ce Canada-Maroc et ce Paraguay-France, sur lesquels on va échanger bien évidemment, parce qu'il y en a des choses à dire sur ces deux petites rencontres-là, bien évidemment. Vous pouvez vous abonner, liker si vous appréciez ce petit récap, vous pouvez nous suivre. Chaque jour, on parle de cette Coupe du Monde 2026. On a également évoqué la tier list de top 14, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. On va évoquer le 15 de France la semaine prochaine. Pour ce qui est du rugby et pour ce qui est du foot, on continue tranquillement dans ces week-ends sportifs. Là, ça y est, le Tour de France, la Formule 1, il y a tout. On se régale. Donc forcément, en tant qu'amoureux de sport, on prend du plaisir. Le football, parce que c'est ça qui nous importe. On connaît désormais la première affiche de ces quarts de finale de Coupe du Monde 2026. Remake de la demi-finale de 2022, France-Maroc. Le Maroc est la première nation africaine a disputé 2 quarts de finale consécutifs en Coupe du Monde. Preuve que le Maroc a largement passé un step et la locomotive du foot africain. Et une victoire 3-0 peut-être un petit peu trompeuse contre ce Canada qui a montré un très beau visage, ce Canada de Jesse Marsh, et qui est le premier pays hôte à sortir de cette Coupe du Monde. Et puis après, dans l'édition UFC 306, la France s'en est sortie contre le Paraguay. Une victoire 1-0 très très compliquée, c'était quand même assez fou. Ce match-là fera date, ce match-là marquera une génération comme il a marqué la génération 98, je pense. Je ne l'ai pas connu, ce France-Paraguay de 98. J'étais pas né. Donc je me demande quel était le ressenti après le match, mais en tout cas le ressenti après celui-là, c'était quand même assez drôle. On en a bien rigolé et on s'est sorti du bourbier paraguayen, on va également l'évoquer. Mais on va passer dans l'ordre un par un, en commençant par ce Canada-Maroc, victoire 3-0 du Maroc, doublé de Azzedine Ounahi, but de Soufiane Raimi à la 90 plus 8. Très très bonne rentrée de Soufiane Raimi, puisque le Maroc a très très rapidement perdu. À la 22e minute de jeu, Ismail Saibari, il a été annoncé au Bayern Munich il y a 3 jours, et 3 jours après il se blesse. Je pense qu'il n'y a pas plus Bayern Munich que ça. Mais en tout cas, le Maroc a dû faire sans Ismail Saibari, meilleur buteur, 3 buts lors des 3 premières journées de phase de groupe, et marqueur, j'allais dire, décisif pour le tir au but final contre les Pays-Bas en 16e de finale. Et on s'est dit, premier coup dur pour ce Maroc-là qui a été mis en grande difficulté. Je n'ai pas fait de screen du match, mais on va essayer d'analyser grâce à cette petite map. Mais grosso modo, le Maroc a fait une première mi-temps, je ne vais pas dire catastrophique, mais c'est l'une des pires premières mi-temps que j'ai vues du Maroc depuis très très longtemps, très très honnêtement, outrageusement dominé par ce Canada. Alors certes, 66% du ballon à la fin de la première mi-temps, mais pour en faire quoi? Pour en faire pas grand-chose. Seulement un tir tenté par les Marocains, c'est une frappe très lointaine de Raimi qui était contrée, qui a été tranquillement captée par Crépeau sans trop inquiéter qui que ce soit. Je suis en train de chercher le nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Bon, ils ont touché 38 ballons dans la moitié de terrain adverse, donc un ballon touché dans la surface de réparation canadienne sur cette première mi-temps. Le Maroc a été en grande difficulté par un plan de jeu canadien. Ce 4-4-2 posé par Jesse Marsh a été hyper intelligent, puisque il faut savoir que les 3 là, Bono, Diop, Halal, qui a remplacé Shadi Riyad. Halal, j'ai pété un câble. Halal, pardon, le défenseur central de Mechelen en Belgique. Ces 3-là étaient assez tranquilles avec le ballon, mais n'avaient aucune solution puisque El Alniaoui et Ayoub Boadi étaient complètement bloqués par les Canadiens. Cet axe était densifié par Jesse Marsh. Impossible de trouver ce double pivot-là pour aller vers l'avant. Très difficile de trouver Azzedine Ounahi également dans l'axe. En fait, ce trio au milieu de terrain a été vraiment bouché complet par les Canadiens. C'était très compliqué de ressortir le ballon par les Marocains. Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui étaient également en difficulté. Ils n'avaient pas de solution, en fait, les Marocains, pour ressortir le ballon. C'était très compliqué. Il y avait beaucoup de densité. Ils avaient du mal à trouver les points d'appui plus haut pour aller vers l'avant. Et parfois, en fait, tu savais que la solution allait peut-être venir d'un mec comme Brahim Diaz qui a cette qualité technique pour se retourner rapidement, pour mettre de l'intensité, pour changer tout de suite d'intensité, de vitesse sur sa prise de balle, sur ce contrôle, sur une passe. Mais il fallait qu'il dézone beaucoup, qu'il vienne chercher les ballons. Et en première période, il a eu un peu de mal. Il l'a fait 2-3 fois, mais c'était assez compliqué.
Et puis il y avait une qualité technique qui était pas vraiment, présente pour le Maroc sur cette première mi-temps et surtout dans les duels. Dans les duels, le Maroc s'est fait complètement bouffer en première mi-temps. Alors je sais pas s'il y a les stats de duels et s'ils vont rendre hommage à la première mi-temps canadienne, mais en termes de duels, certes le Maroc a gagné plus de duels sur au niveau des statistiques, des tabloïds statistiques, mais en termes d'intensité, le Canada a mis énormément d'intensité, notamment sur les 25 premières minutes où le Maroc était en grande, grande difficulté. Ça aurait pu même être converti par le Canada sans un très, très bel arrêt de Yacine Bono qui prouve encore qu'il est l'un des éléments majeurs, de cette équipe marocaine. Pour être une grande équipe, il faut un grand gardien de but et ça a été le cas sur ce match-là, encore une fois, de Yacine Bono, qui a fait, un très, très grosse prestation, pardon. Et en seconde période, il y a eu quelques ajustements de la part de Mohamed Ouabi. Ça a été un petit peu mieux, mais ça n'a pas été non plus fantastique, hein, de la part du Maroc. Je trouve que ce match marocain est peut-être le match le moins abouti depuis très longtemps, peut-être depuis la finale de Coupe d'Afrique des Nations, parce que mine de rien, contre le Sénégal, je parle du terrain, hein, ils ont été quand même, mis un petit peu en difficulté lors de la finale de la CAN. Mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce Maroc en grande, grande difficulté face à une équipe canadienne qui alors a mis beaucoup d'intensité, du coup a concédé beaucoup de fautes. Et là où le Maroc a fait des différences, on l'a dit, Brahim Diaz qu'on a un peu plus trouvé en seconde période, qui était obligé un petit peu de dézonner. Vous voyez, quand il est resté sur son côté droit là-bas, c'était un peu plus compliqué. Et surtout sur des transitions rapides, ce que le Maroc n'était pas forcément habitué à faire depuis le début de ce mondial. Le premier but, il vient d'un 6 mètres joué rapidement par Yacine Bounou, qui va trouver Hakimi, qui va trouver Brahim Diaz. On profite du fait que la défense canadienne n'était pas en place parce que Yacine Bounou a joué très rapidement ce 6 mètres. On va trouver Raimi dans la profondeur qui va faire la différence sur De Fougerolles, qui va concéder le coup franc. Et ce coup franc a été très très bien joué par Achraf Hakimi sur Asdin Ounahi. On va débloquer la situation sur un coup de pied arrêté. Sur une occasion qu'on a eue pour aller se projeter vers l'avant, on va la saisir. Le Maroc ouvre le score. Et à partir du moment où le Maroc a ouvert le score, le plus dur était fait parce que derrière le Canada va devoir sortir encore plus, va devoir laisser des espaces derrière, et derrière en transition rapide, tu peux les punir comme ils ont été punis par Brahim Diaz, par Asdin Ounahi, par Chessim Talbi qui a fait une très très bonne rentrée je trouve, et surtout par Soufiane Raimi qui a été beaucoup critiqué. Je fais partie des gens qui l'ont critiqué, Soufiane Raimi, mais sur ce match-là, dans le pressing, dans l'intensité défensive sans ballon, c'est remarquable. Il court, il fait énormément d'efforts. Avec le ballon, ça a été plutôt très intéressant. Il amène de la profondeur, il amène de la verticalité, il amène du danger, il marque. Il fait gagner des mètres. Il va chercher le premier coup franc pour amener le but. Donc très très gros match de la part de Soufiane Raimi, qui a saisi l'opportunité de la blessure d'Ismaël Saïbari pour aller se mettre un petit peu en lumière, à voir si Saïbari sera disponible contre la France, à voir si Raimi commence contre la France, à voir le match qu'il peut livrer. Mais en tout cas, lui, il a fait une très très bonne prestation. Et quand on compare aux attaquants canadiens en face, je vais évidemment parler de Jonathan David. Ça a été très très compliqué le match de Jonathan David. Pour moi, il est adversaire du Canada ce soir. Jonathan David, c'est simple. Entre le manque de qualité technique dans la finition, les mauvais gestes, les mauvais choix dans la passe. Je trouve qu'il ralentissait énormément le jeu du Canada qui pouvait se projeter rapidement, il y avait des solutions et lui ne faisait jamais les bons choix. Il est fautif pour moi sur l'ouverture du score d'Azine Ounahi parce qu'en fait cette passe d'Hakimi en retrait vers Ounahi, c'est lui qui doit couper. Si vous revoyez le coup franc, c'est lui qui doit couper cet angle de passe et en fait il est beaucoup trop proche de sa surface de son bloc. Il n'est pas assez dans cet intervalle de passe, en fait, il est au niveau de la surface de réparation quasiment au 6 mètres. Et en fait, il doit quasiment être à l'extérieur de la surface pour couper justement cette passe en retrait d'une défense canadienne qui est un petit peu naïve sur cette ouverture du score. Pour moi, il fait clairement pas un bon match. Sa Coupe du Monde n'est pas très réussie parce que oui, il marque, mais dans le jeu, je l'ai trouvé très poussif. Moi, j'attends un avis un peu à l'image de sa saison avec la Juve. C'était compliqué, mais ouais, non, pour moi, il est le moins bon Canadien sur ce match-là. Victoire 3-0 du Maroc qui reflète pas vraiment la physionomie du match, mais ça montre que le Maroc, je pense, a passé un step parce que ce genre de match-là, on le sait, il y a des années, ils les auraient perdus, mais 150 fois. Et là, ils arrivent à les gagner. C'est-à-dire que même quand t'es pas bon, t'arrives à gagner des matchs, tu prends pas de but, t'as des individualités qui sortent du lot. Donc ça, c'est très très important. Cependant, est-ce que c'est rassurant avant d'affronter l'équipe de France en quart de finale de Coupe du Monde? Non, c'est pas rassurant dans ce match-là. Maintenant, je pense qu'ils vont le travailler. Le match c'est jeudi. Ils ont eu moins de repos que le Canada. Et je crois qu'ils ont eu 36 heures de moins, un truc comme ça. Donc ça peut jouer aussi. Certes, les conditions étaient idéales pour jouer 22 degrés parce que le stade de Houston est climatisé. La France, elle a dû se farcir une canicule à 40 degrés du côté de Philadelphie. Donc pour la récup, ça sera pas pareil.
Donc ils pourront jouer sur ça aussi. Avoir les états physiques de Shadi Riyad et d'Ismail Saibari. Alors Saibari, j'ai peut-être un peu de doute sur le fait qu'il soit prêt pour jeudi. Shadi Riyad, je pense qu'il sera prêt. Et je pense que ça serait une bonne chose parce que Hal, j'ai pas vraiment trop aimé sa prestation, même si ça n'a pas été catastrophique, hein, mais j'avoue que je suis peut-être plus rassuré avec cette doublette Diop Shadi Riyad. On verra. Mais ouais, ce match du Maroc, en fait, on peut le prendre de deux prises. Mais soit on se dit c'est une équipe qui a passé un step, c'est une grande nation parce que même quand ils sont pas bons, ils arrivent à punir. En fait, le Maroc était dans la position du Canada il y a quelques années, c'est-à-dire cet outsider qui pouvait montrer de très belles choses, qui avait des plans de jeu qui étaient très bien huilés, mais qui étaient absolument pas efficaces, qui n'arrivaient pas à transformer les occasions et qui perdaient ces matchs-là. Maintenant, le Maroc arrive à gagner ce genre de match et ça, c'est très très important. Contre la France, ça sera une autre paire de manches parce que si tu laisses ces espaces qu'ils ont laissés, si tu laisses les occasions et ces espaces-là, ouais, la France va te punir. Le Canada n'a pas su te punir, mais l'équipe de France saura te punir. La qualité des joueurs devant est complètement différente. Je veux dire, il suffit de comparer l'offensive canadienne et l'offensive française, il n'y a pas photo. Pour ce Canada-là, n'empêche, ça reste une très belle Coupe du Monde. Ils sortent quand même par une belle porte parce que la prestation était quand même aboutie dans le jeu. C'était une équipe Jesse Marsh compatible, hein. Une équipe étalonnée Red Bull, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a un plan de jeu qui montre de très belles choses dans l'intensité, mais à la fin perd le match, quoi. C'est le tampon Red Bull en fait pour cette équipe de Jesse Marsh. De Fougerolles, il est fautif sur le premier but, c'est lui qui fait la faute, mais j'ai beaucoup aimé sa Coupe du Monde, Luc de Fougerolles. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était très intéressant défensivement. N'empêche. Et puis Eustaquio aussi a fait quand même un bon mondial et il y a quand même tout n'est pas à jeter pour ce Canada-là, qui a fait une belle Coupe du Monde, qui est le premier pays qui sort, qui a gagné ses premiers matchs en Coupe du Monde, qui a peut-être débloqué quelque chose, passé un step. Et on verra ça dans 4 ans, comment ils vont continuer à évoluer. Dommage de ne pas avoir eu Alphonso Davies un peu plus présent, parce que forcément, physiquement, c'était compliqué. Ils n'ont pas pris de risque. Et maintenant, on va pouvoir voir l'évolution du Canada, mais surtout, on va pouvoir se projeter derrière sur ce quart de finale du Maroc. Voilà pour ce match contre le Canada. C'était à 19h, c'était à Houston, c'est une victoire 3-0. Le Maroc rejoint les quarts de finale et affrontera l'équipe de France, vainqueur du Paraguay sur un penalty de Kylian Mbappé. Waouh, quel match. Quel match. Je sais même pas quoi dire sur ce match, même pas où on va commencer ce match-là. Les bandits paraguayens. Ouais, Galarza, on avait prévenu. On avait prévenu quand on a vu son match contre l'Allemagne à Mathias Galarza, on avait prévenu. Ce mec est tellement Retafe compatible, ou Atlético Madrid compatible, mais peut-être plus Retafe compatible, parce que le Retafe de Bordelas à côté, c'est le Barça. Hein. J'ai entendu ça et je suis plutôt d'accord. Quand tu vois le Paraguay, qui a complètement refusé de jouer hier. Hein. Pourtant, contre l'Allemagne, ils avaient des séquences. Ils ont tenté de jouer au football contre l'Allemagne, ça avait payé, ils ont réussi à les sortir. J'avais bien aimé les matchs de Julio Enciso. Encore une fois, la Coupe du Monde de Julio Enciso était hyper intéressante. Le match d'Almiron également contre l'Allemagne était intéressant. Mais alors là, contre la France hier, mais qu'est-ce que... Le projet de jeu, il n'y en avait pas, c'était absent. Ils ont décidé de ne pas jouer au foot. Parmi tous les choix de football, le Paraguay n'en a pris aucune hier, en fait, c'est tout simplement. Mais les matchs de Galarza, le match de Velasquez, le match de Cáceres, c'était assez impressionnant. Et cette équipe de France-là n'est pas tombée dans le piège. Ils auraient pu, hein, ils auraient pu dégoupiller et partir en général, hein, ça n'était pas déconnant. Mais ils ont été mentalement très solides, ils ont tenu bon. Sous 40 degrés, en plus. Voilà, mais très honnêtement, au niveau des... on savait qu'ils allaient mettre en place un bloc bas, on savait que le Paraguay allait défendre, allait mettre de l'agressivité. Mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'ils ont également profité du laxisme de l'arbitre ouzbek, qui est pour moi l'élément du match qui fait le moins bon match, c'est l'arbitre en réalité, parce que c'est lui qui tient pas son match, c'est lui qui ne met aucun carton jaune aux Paraguayens sur l'ensemble de cette rencontre. C'est fou de se dire ça. Et ils en ont profité. En fait, ils savaient qu'ils n'étaient pas sanctionnés et ça a fait la différence. Aujourd'hui, contre la France, le Paraguay n'a pas pris un seul carton dans un match de Coupe du Monde. C'est la première fois depuis 98 contre le Nigeria. Voilà, c'est pour vous dire. Les mecs n'ont pas pris un carton jaune. C'est quand même hilarant. Quand tu vois la fin de la première mi-temps, mais mine de rien, en fait, la France, le plan de jeu paraguayen, purement d'un point de vue défensif, le Paraguay a mis en grande difficulté cette équipe de France qui n'avait pas de solution. Dans l'axe, il y avait une grosse densité, on avait du mal à trouver certains éléments. Mbappé touche combien de ballons dans la surface de réparation? Alors ça, c'est tout le match, mais il a touché que 5 ballons dans la surface de réparation paraguayenne. Michael Olise a été complètement annihilé également, 3 ballons touchés dans la surface de réparation. Dembélé, on est sur peut-être un peu plus, Dembélé, 5 ballons touchés dans la surface de réparation. Bradley Barcola, on est sur 3 ballons touchés dans la surface de réparation. Ils ont été complètement
bouger, mais en fait, l'arbitre fait tellement un mauvais match et en fait, ils ont tellement pu profiter de ce laxisme de l'arbitre pour mettre des coups, que ça en dessert leur prestation tactique défensive qui était plutôt bien huilée et sur ce point de vue-là, la défense à 5 marche plutôt bien. Mais vas-y quoi, je veux dire, Galarza il envoie un coup de coude, manchette à l'européenne, digne des meilleures manchettes de Cesaro, sur Koundé, sur Mbappé et le mec c'est devant l'arbitre, il voit rien. Le penalty il le voit pas, c'est la VAR qui l'appelle parce que, il est pas foutu de le voir. Avant ça, tu as une faute sur Désiré Doué pareil qui fait plutôt de bonne entrée, qui a amené du dynamisme. Il la voit pas, c'est devant ses yeux. Enfin je c'est une folie quand même, il y a ces fautes d'anti-jeu paraguayenne où le mec est miro complet. Je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas pourquoi, il avait pas envie, flemme. Sa prestation, elle est quand même indigne d'un huitième de finale de coupe du monde. Bref, voilà, la France a réussi à sortir de ce bourbier grâce à Mbappé qui va marquer un péno, sans froid, mentalement très solide. J'ai quand même bien aimé le match d'Orlando Gil, le gardien paraguayen qui a fait ses arrêts, qui a maintenu un petit peu l'équipe paraguayenne en vie. Voilà. C'est un match, qu'il faut savoir gagner. C'est des configurations d'équipes différentes. Ça montre que cette équipe de France, elle est capable de gagner en toutes circonstances. Mais enfin, 98 passes, 54 de passes réussies, quoi. 98 passes à 510. Les mecs ne sont pas venus là pour jouer au foot. Ils ont essayé de mettre ça en place. Finalement, mine de rien, ça a failli passer, mais c'est quand même une folie. Aucun tir cadré sur la rencontre. 4 ballons touchés dans la surface de réparation française pour les Paraguayens. Un seul tir dans la surface de réparation. Ça a été très, très compliqué et c'est dommage parce que moi, contre l'Allemagne, on a vu des séquences où techniquement, ils étaient capables de jouer. Là, ils ont complètement refusé. Ils ont essayé de mettre ça en place. Ça a pas payé parce qu'ils le perdent. Heureusement, parce que quand tu vois les fautes d'anti-jeu et cetera, ça dégoûte un peu. Mais bon, on va dire que l'équipe de France a fait le plus dur, a su passer et va se projeter sur un quart de finale contre le Maroc où le match ne sera absolument pas le même. Attention au Maroc, va pas faire le même match contre le Canada parce que sinon ça peut chiffrer. Va falloir, step up. Mais ils ont montré qu'ils étaient capables quand tu vois la première mi-temps qu'ils font contre le Brésil notamment. Le Maroc est capable de livrer des très, très grosses prestations. Je pense que l'enjeu, l'affiche, fera que, on aura un très, très beau match. Je pense que ça peut donner un vrai, vrai bon match de foot, ce France-Maroc. C'est jeudi 9 juillet à 22h. Ça va être ultra plaisant et j'ai juste hâte. Moi, je m'adapte, hein. Je mets les 2 maillots et je m'adapte. Je rigole. Et on va se projeter sur le match qui arrive. Aujourd'hui, 22h, Brésil-Norvège. Ça, c'est un match qui va être, très costaud aussi. Un peu déçu du visage de la Norvège contre la Côte d'Ivoire. À voir s'ils montrent autre chose, parce que s'ils montrent ce qu'ils ont montré en poule, ils peuvent sortir ce Brésil, très honnêtement. Quand tu voyais le match contre le Sénégal ou même le match contre l'Irak, qui était beaucoup plus faible, mais ces 2 matchs-là de phase de groupe de la Norvège ont montré qu'ils étaient vraiment capables d'embêter n'importe qui. Ce plan de jeu avec Alexander Sørloth sur le côté, les projections des latéraux, etc. Ça, on l'a beaucoup moins vu contre la Côte d'Ivoire, ça a été très compliqué, ils ont eu du mal à jouer. Donc à voir s'ils arrivent à remettre ça en place. Et ce Brésil-là, qui mine de rien, en fait, est pas c'est une équipe qui a Ancelotti, c'est pas beau, c'est des individualités qui sont très bien mis en avant, c'est une très bonne gestion de temps fort, temps faible. Mais dans le jeu, c'est compliqué, défensivement, je les trouve pas rassurants. Je trouve qu'il y a pas de numéro 9, qui sont capables de faire des différences. Il va falloir voir le match de Bruno Guimaraes aussi parce que c'est lui qui fait une très, très bonne coupe du monde. À voir, mais je suis très, très curieux de voir ce Brésil-Norvège. Je vais dire 55-45 pour le Brésil, parce que le 16e de finale, le Japon certes a arrêté de jouer, mais le Brésil a quand même un petit peu maîtrisé son sujet, là où la Norvège l'a pas vraiment maîtrisé. Donc je vais dire 55-45. Et derrière, on a ce Mexique-Angleterre, 2h du mat, à Mexico, à l'Azteca. Ça va être un match, ça va être un match à voir, hein. Ça va être un match à voir. Je pense que l'Angleterre va s'en sortir, parce que le Mexique va laisser plus d'espace, et je vous le répète depuis le début, pour moi, cette Angleterre-là va galérer contre les blocs bas, mais contre les équipes qui vont laisser de l'espace, même si elles vont mettre de l'intensité, ils peuvent s'en sortir parce qu'ils savent gérer ce genre de choses et qu'ils ont les joueurs pour. Donc je pense que l'Angleterre va s'en sortir. Maintenant, j'ai trop hâte de voir ce match. Moi, ce Mexique-là me plaît beaucoup depuis le début de cette Coupe du Monde. Je dis pas que ça va être simple pour l'Angleterre, mais si je dois miser, peut-être une victoire 3-1 de l'Angleterre, mais tu sais, avec des buts à la fin. Un Mexique qui cherche à revenir au score après avoir concédé l'ouverture du score, qui va égaliser, où l'Angleterre va mettre un deuxième. Derrière, ça va revenir, ça va être serré, etc. Et le Mexique va peut-être exploser sur le fait de se projeter beaucoup, et l'Angleterre va profiter d'un contre pour aller mettre le troisième. Victoire 3-1, mais compliqué.
Et si je dois mettre une victoire là, peut-être une victoire 1-0 du Brésil, un peu voilà comme ça pour enchaîner. Et puis demain, 21h, on aura le temps d'en reparler de ce Portugal-Espagne. Où là, pour moi, il n'y a pas photo, mais on en parlera demain, vous inquiétez pas. Voilà pour ce petit récap du jour, tranquillement. Là, on a des récaps de plus en plus tranquilles parce qu'il y a moins en moins de matchs. Et c'est d'autant plus plaisant, puisqu'on peut s'attarder sur les matchs. Voilà, bref, ça fait 20 minutes. On est tranquille. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker. Et si vous avez apprécié cette vidéo, donnez votre avis en commentaire sur ce France-Paraguay, sur ce Canada-Maroc, sur ce France-Maroc qui arrive également. On fera la preview quand il faudra, tranquillement, de ce match-là. En attendant, on va rester pour ce Brésil-Norvège, ce Mexique-Angleterre. Et puis demain, on se retrouvera également pour parler de Portugal-Espagne, États-Unis-Belgique, et puis Argentine-Égypte. Et Suisse-Colombie, c'est le programme de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée, un très bon dimanche, un très bon week-end de football. Ciao tout le monde.